Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ça, c'est le livre d'Olivier Roland. Je l'ai ici. Il est extraordinaire. Et Olivier est en ligne. Et je te remercie, Olivier, de m'avoir accordé cette interview pour les lecteurs pour ceux qui suivent ma chaîne et mon blog moncapitaine.com. Un grand merci parce que… Merci Rodolphe de m'inviter. Un grand merci. Je tiens à te le dire dès le début de cette vidéo parce que je peux dire que tu as changé une grande partie de ma vie, au moins professionnelle, personnelle aussi, puisque ça a forcément un impact. Mais grâce à toi, j'ai découvert le monde de l'Internet. J'étais pas du tout un geek avant, je suis plutôt un lettreux, j'ai fait une prépa éco. Mais donc la partie technique est quelque chose qui est difficile pour moi. Et tu arrives, grâce à ta formation blogueur pro, à la vulgariser. Et grâce à toi, j'ai appris énormément de choses. Comme je suis depuis 2014, ça fait un bout de temps. Et quand tu as sorti ton livre, je l'ai acheté, j'ai la première édition, donc ici. Oui. On s'était déjà parlé à travers une interview où je te remerciais d'avoir changé une partie de ma vie dans l'immobilier parce que j'ai appliqué un seul de tes conseils dans l'immobilier qui était le fait de fractionner des places de parking en garage, moto, en box moto. Et puis, donc c'est un seul conseil à 10 millions de dollars. Donc un investissement de 20... Et tu sais que je t'avais dit que maintenant, du coup, tu es un exemple dans la deuxième édition. Ok, oui, d'accord. En fait, tu m'en avais parlé. Donc, je sais pas si tu n'as peut-être pas eu l'occasion de la feuilleter, mais en gros, au même passage où toi, tu as découvert cette méthode donc de diviser un parking auto pour en faire des parkings moto, je donne ton exemple en disant voilà, je vous ai dit que la majorité des gens qui vont lire ce livre ne vont pas agir. Voilà un exemple de quelqu'un qui agit. Soyez comme lui. Super. Faites partie de la minorité qui agissent. Donc, je t'invite à aller dans une librairie pour aller feuilleter ça et voir ton nom apparaître. Excellent, super. Et bah écoute, oui, c'est vrai que c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. J'ai investi 25 euros Ouais, c'est et ça me rapporte 500 euros par mois. C'est pas mal quand même. C'est vrai que c'est pas mal comme ROI. Hein. Donc c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Merci Olivier. Donc merci pour ça. De rien. J'ai plein de questions à te poser. J'ai pris tout ça de notes. J'en ai des feuilles, sur… Parce qu'en fait, quand même, ouais. pour lire un bouquin, si on veut, en plus il est hyper riche, il est hyper complet, il est extraordinaire. Si on veut s'y référer de manière simple, facile et efficace, moi mon truc c'est de prendre des notes avec la page où je résume un petit peu ce qui se passe. Et après j'y retourne de manière géniale. Alors, je vais te laisser la parole quand même parce que on va parler. Je tenais vraiment à te dire un grand merci du fond du cœur et ça c'est super. Ma première question, Écoute, merci. c'est… Oui. Mes lecteurs, ils ont des questions qui se posent en lien avec leurs valeurs et en lien avec la procrastination, le passage à l'action. Est-ce que toi, tu as effectué un travail sur tes valeurs pour savoir si tu allais décider de faire ce livre ou pas? Quelles valeurs tu veux diffuser à travers ce livre? Enfin, il y a plein de questions dans cette question, mais qu'est-ce que tu veux, comment tu as préparé la création de ce livre? Oui, c'est une très bonne question. En fait, l'idée et l'envie d'écrire ce livre, ça a germé en 2012. Parce qu'en 2012, je me suis retrouvé à la tête… Alors déjà, juste petit récapitulatif, moi j'ai quitté l'école à 18 ans, j'aime bien dire que j'ai un bac -2 pour créer ma boîte dans l'informatique. C'était une aventure géniale, sauf qu'au bout de quelques années, j'en ai eu marre d'avoir le rythme trépidant des entrepreneurs, tu vois, de travailler 60-70 heures par semaine. Et quand j'ai voulu réduire un peu la voilure pour avoir un meilleur équilibre entre ma vie pro et perso, je me suis rendu compte qu'en fait, cette boîte que j'avais créée pour devenir libre, c'était devenu une prison. Et que en fait, c'était ma seule source de revenus, que je ne voyais pas comment diminuer mon temps de travail sans mettre en péril la rentabilité, que je ne voyais pas comment vendre l'entreprise. En tant que gérant d'entreprise en France, je n'avais pas le droit au chômage, donc je me disais, mince, c'est dingue quand même. J'ai voulu être libre avec cette boîte, c'est vrai que ça m'apporte une certaine liberté, mais en même temps, c'est aussi une énorme contrainte. Et je me suis mis en quête d'une solution, ça m'a pris des années, et au final… via un processus qu'on pourra détailler plus tard si tu veux, j'ai créé une autre entreprise sur le web qui est mon entreprise actuelle et qui m'a permis justement d'avoir une entreprise qui est au service de ma vie plutôt que ma vie soit au service de mon entreprise. Donc je me retrouve en 2012 avec une boîte qui me fait gagner de l'argent à un niveau que j'avais jamais imaginé, qui me permet à l'époque d'inspirer des dizaines de milliers de personnes, c'est des centaines de milliers de personnes par mois aujourd'hui, qui me donne une liberté totale parce qu'elle est entièrement sur le web et je peux voyager dans le monde entier. Et ça fait depuis 2011 que je voyage plus de 6 mois par an. Et en plus, voilà, j'ai un rythme de travail qui est tout à fait raisonnable. Je me dis, waouh, c'est génial! Alors, c'est vraiment top, franchement, je kiffais bien d'être dans ce truc-là, mais je me suis dit, le problème, c'est que quand tu accomplis tous tes rêves,
tu fais quoi après? C'est quoi l'étape d'après, tu vois? Et je me suis posé la question et je me suis dit, mais c'est quoi l'étape d'après? Et j'ai regardé en fait la pyramide de Maslow. Donc je suppose que tu connais la pyramide de Maslow, tu sais la pyramide des besoins où tu commences par les besoins physiologiques et après besoins d'appartenance et après tu montes. Et je me suis dit, ok, comment je peux me réaliser et apporter un maximum de valeur au monde, encore plus que ce que j'essaie d'apporter aujourd'hui. Et ça a germé en fait l'idée d'écrire un bouquin parce que j'ai toujours voulu être auteur et je me suis dit, je vais créer mon chef-d'œuvre en fait. Je vais tout donner. Et je vais créer mon chef-d'œuvre, ça va être ma manière de me réaliser et d'apporter un maximum de valeur parce que je vais créer le livre que j'aurais aimé avoir à 19 ans quand j'ai créé ma boîte parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je suis passé du statut de lycéen à chef d'entreprise, c'est pas facile. J'ai couru comme un poulet sans tête pendant des années. D'ailleurs, 6 mois après la création, la boîte a failli se planter. Hein. C'est passé vraiment à ça de la faillite. Donc voilà. Et je me suis dit voilà, je vais vraiment créer le livre que j'aurais aimé avoir. Et j'y pensais non seulement au mois de 19 ans, mais aussi à tous ceux que j'appelle les rebelles intelligents. Donc les rebelles intelligents, pour moi, ce sont des gens qui extérieurement peuvent avoir tous les signes de succès, tu vois, un beau diplôme, un bon poste dans une belle boîte, une belle maison, une belle famille, etc., mais qui intérieurement sentent qu'il leur manque quelque chose. Sentent que le message que en gros la société leur a donné pendant toute leur vie, qui est passe le plus gros diplôme possible, tu fais du métro boulot pendant 40 ans et puis éventuellement tu pourras profiter de la vie à ta retraite, c'est pas suffisant pour qu'ils s'épanouissent. Et leur petite voix, elle les pousse à explorer autre chose. Et souvent ce autre chose, ça passe par la création. Ça peut être la création artistique, comme voilà, écrire un bouquin, une pièce de théâtre, que sais-je encore, la création de sa propre aventure, comme partir un an autour du monde, ou la création de sa propre entreprise. En tout cas, ça passe toujours par la création de sa propre aventure. Le rebelle intelligent, il veut tracer son propre chemin, explorer sortir des sentiers battus, explorer ses propres horizons. Et je me suis dit, des gens comme ça, il y en a plein. Et en fait, je pense que c'est comme des braises, en fait. Il suffit juste qu'il y ait une petite brise et ça peut faire des magnifiques feux pleins de chaleur et de lumière. Et le problème, c'est que ces braises, on les a mouillées toute leur vie. Parce que notamment le système éducatif, on peut en parler, mais la première partie du livre, c'est une critique du système éducatif. Et puis mes solutions pour contourner ces limites-là. Et le problème, c'est que le système éducatif n'est pas conçu pour les gens qui sont rebelles, créatifs, iconoclastes, qui sortent des sentiers battus. Et ces gens-là ont plutôt tendance à être étouffés dans ce système-là. Donc c'est aussi ma vision et les valeurs que je voulais partager, c'était que de dire à tous ces gens-là, déjà, rassurez-vous, pas de panique, vous êtes normaux, ok? C'est juste que vous êtes des rebelles intelligents. Alors, vous n'êtes pas dans la majorité, mais vous êtes quand même une minorité active. Et en fait, c'est une énorme chance et c'est une force d'être un rebelle intelligent, à condition que vous que vous sachiez comment utiliser ces forces-là. Et donc, j'essaie de créer finalement le manuel, le guide pour les rebelles intelligents. Et récemment, il y a quelqu'un qui a posté un commentaire sur le livre sur Amazon et qui a dit, voilà, en lisant Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études, j'ai découvert que j'étais rebelle intelligent et qu'en plus de ça, j'avais jamais eu le manuel d'utilisation. Et quand j'ai lu ce commentaire, je me suis dit, mais c'est génial, il a exactement compris ma philosophie, tu vois, et ce que j'ai voulu partager dans ce bouquin, et ça m'a fait super plaisir. Parce que voilà, je me suis dit, avec ce livre, je vais être, pour certaines braises, la petite brise qui va faire qu'elles vont prendre plutôt que de rester mouillées. Et je suis ravi parce qu'apparemment, ça a permis à quelques braises de prendre et j'en suis extrêmement heureux. Le point que je vois, moi, dans ton livre, c'est que c'est quand même un gros pavé, que tu as su créer grâce à ta connaissance de ta maîtrise de l'outil informatique, de l'emailing, une communauté de lecteurs et on est régulièrement lancé. Alors vous en êtes où de la lecture du livre? Et c'est vrai que la plus grosse difficulté, c'est de passer à l'action sur la lecture. Et ensuite, une fois qu'on a lu, c'est de passer à l'action sur un conseil et de le mettre vraiment en application dans sa vie quotidienne. Comment est-ce que tu... Donc tu as mis plein de choses en œuvre. Ça m'intéresse de savoir ce que tu as mis en œuvre. Quelle a été ta stratégie, si tu en avais une, et comment tu fais en sorte de faire passer les gens à l'action? Pour moi, c'est le truc le plus compliqué. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors attends, ta question c'est comment je fais pour faire passer mes lecteurs à l'action, c'est ça? Ouais, deux questions. La première, c'est comment est-ce que tu les fais lire vraiment ton bouquin? Donc ça, c'est parce que tu les relances régulièrement. Mais ensuite, comment est-ce que tu arrives à les inciter à passer à l'action pour qu'ils mettent en application tout ce que tu leur dis? Oui, alors c'est une excellente question parce que si tu veux, les auteurs ont tendance à faire deux erreurs. Et quand je dis auteurs, c'est peut-être 90-95% d'entre eux, malheureusement. Ils font deux erreurs majeures quand ils écrivent un bouquin. La première, c'est de croire que quand ils ont terminé le manuscrit, ils ont fini leur boulot alors qu'ils ont fait que la moitié du travail. Après, il reste à promouvoir le livre. C'est parce que voilà, la première erreur, c'est de comprendre que c'est pas parce que tu as écrit un bouquin que les gens vont
l'ouvrir et avoir envie de le lire. Donc, première erreur. Et la deuxième erreur, c'est de croire que parce que les gens achètent ton livre, ils vont le lire. Je veux dire, qui a déjà acheté un bouquin et ne l'a pas lu? Je veux dire, moi-même, je suis coupable, donc on est tous coupables de ça. Je veux dire, c'est clair. Donc, il ne faut jamais croire que parce que quelqu'un achète votre livre, il va le lire. Il faut toujours partir du principe qu'il a besoin, votre lecteur, de motivation, d'un petit coup de boost pour le lire. Donc, dans le bouquin, moi, j'ai conçu ça dès le départ comme ça. Il y a plein de liens, en fait, qui amènent à des compléments au livre. Et il y a, quand les gens s'inscrivent pour recevoir ça, et d'ailleurs, il y a même comment dire, tout au début du bouquin, il y a un tag qui permet de se connecter, et de s'inscrire. Et voilà, on le voit ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que donc les personnes ont reçu leur complément, elles ont aussi un système en fait où elles vont dire voilà où j'en suis dans le bouquin. Donc j'en suis à la première partie, la deuxième, plutôt à ce niveau-là du livre. Et en fonction de où elles sont, elles vont recevoir des rappels. Alors au début je faisais toutes les semaines, c'était un peu too much honnêtement. Là au début c'est tous les 15 jours, puis après plus la personne reste bloquée au même endroit, moins on la relance parce qu'on ne va pas non plus la spammer. Mais voilà, en gros, il y a des emails qui sont renvoyés automatiquement et ça c'est parce que je maîtrise effectivement un logiciel qui s'appelle ActiveCampaign, qui est un autorépondeur qui est assez simple à utiliser, mais enfin il faut connaître son utilisation. Et en fait voilà, donc ça permet déjà aux gens de ne pas oublier le bouquin, c'est vachement important parce que, comme tu l'as dit, c'est quand même un gros livre. Il y en a qui s'en servent pour leur muscu le matin, donc c'est super pratique. Il y en a aussi qui s'en ont servi comme arme d'autodéfense, ça peut être utile aussi, on ne sait jamais. Et voilà, et dans la deuxième émission, j'ai quand même essayé de le réduire parce que ça, j'ai clairement fait une erreur que font beaucoup d'auteurs, qui est que, surtout dans un premier livre, ils ont peur de ne pas donner assez. Moi, j'ai eu peur de ne pas donner assez. Du coup, je pense que j'ai un petit peu trop donné. Donc, je suis heureux de dire quand même que dans la seconde édition, il y a à peu près 25 000 mots en moins, ce qui fait à peu près 15% en moins. Donc voilà, ça reste une Bible, mais un peu plus accessible quand même. Et donc voilà, il y a ce système de relance automatique et en plus de ça, j'hésite pas à régulièrement mentionner mon livre sur mes réseaux sociaux parce que je sais que mes lecteurs me suivent, donc ça peut permettre à ceux qui sont en train de le lire ou qui l'ont laissé un peu de côté un peu trop longtemps de peut-être y repenser et de s'y remettre. Régulièrement, je publie des témoignages de lecteurs sur ma chaîne YouTube et sur d'autres plateformes. Là, par exemple, je viens juste d'organiser un concours sur Instagram où j'ai demandé aux gens en fait de publier une photo d'eux avec le livre dans un endroit sympa et de partager un truc qui a changé dans leur vie grâce à ça. Et c'est génial parce qu'il y a eu 67 participations, même plus que ça parce qu'il y en a qui s'étaient égarés qu'on a retrouvés après. On va dire les 70 qui ont touché des milliers de personnes et puis après voilà, il y a eu des votes et tout ça. Il y a des gens, c'était génial. En plus, il y a des personnes, tu vois, qui vraiment ils ont été créatifs dans les photos. Il y a quelqu'un qui a pris la photo de lui en train de lire le livre dans une piscine, au fond d'une piscine, dans l'eau. Tu vois, donc c'est génial. Le mec, il est en costume en train de lire le bouquin dans l'eau. Et donc voilà, tu vois, ce genre de truc, ça permet aussi de rappeler à la communauté que le livre existe. Alors déjà pour les gens qui n'ont pas acheté le livre, mais aussi pour ceux qui l'ont acheté et qui ne l'ont pas forcément terminé. Je précise aussi dans le livre, tu vois, j'explique au tout début dans les 3 principes pour réussir dans tous les domaines de votre vie. Je donne l'exemple du livre Comment se faire des amis qui a été extrêmement lu. Il a été vendu à 15 à 20 millions d'exemplaires en fonction des sources. Donc beaucoup de gens qui s'intéressent au développement personnel ont lu Comment se faire des amis. Mais comme je le dis au début, par contre, quel est le pourcentage de gens qui ont concrètement mis en pratique le bouquin? Bon, impossible à savoir, mais c'est clairement extrêmement faible. Et je donne l'exemple de Warren Buffett qui, lui, quand il a découvert le bouquin, c'était un enfant, il a carrément mis en place, il s'est rendu compte qu'en fait, comme il doutait de la pertinence, il ne savait pas si le livre c'était vraiment pertinent ou si c'était juste des trucs que l'auteur avait tiré de son chapeau et que ça minait sa motivation à l'appliquer. Donc il a fait un vrai test scientifique de terrain, il a tout simplement passé la moitié de son temps normalement. Voilà, il n'a pas changé son comportement. Et la moitié du temps restant, il a appliqué les principes du livre pour voir concrètement si ça faisait une différence dans sa vie. Et il s'est rendu compte que ça faisait une différence absolument massive dans la manière dont les gens interagissaient avec lui. Et ça l'a motivé pour appliquer le bouquin. Et Warren Buffett, c'est un des hommes les plus riches du monde. Aujourd'hui, il est encore dans le top 5 alors qu'il a déjà donné des milliards et des milliards à des œuvres caritatives. Donc c'est vraiment un entrepreneur exceptionnel. Et il attribue une grosse partie de son succès à ce livre Comment se faire des amis, à d'autres livres aussi que je mentionne là. Mais voilà, donc tu vois, dès le début, je me dis aussi aux gens, c'est pas parce que vous allez lire que vous allez agir. Regardez les livres pratiques que vous avez déjà lus, est-ce que vous les avez appliqués? Et d'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont dit merci, grâce à toi, Olivier, j'ai ressorti Comment se faire des amis, j'ai commencé à l'appliquer, tu vois. Donc voilà, donc tu vois, il y a tout ça. J'essaie de faire prendre conscience aux gens de tout. Parce que tu vois, on a dit tout à l'heure, qui ici a déjà acheté un livre et l'a pas lu? On pourrait aussi faire la même chose. Qui a déjà acheté un livre, qui l'a lu et l'a pas mis en pratique? Là, je peux lever les 2 mains. On peut tous lever les 2 mains et les 2 pieds, tu vois. C'est clair. Donc voilà, déjà faire prendre conscience de ça. Et au-delà de ça, eh bien,
régulièrement, tu vois, je donne des défis en fait, enfin des défis. Je donne vraiment des conseils pratiques où en gros, tu as envie de les appliquer. C'est difficile, je pense, de lire mon livre sans te dire à un moment, ok, il faut que je le pose et mettre ça en pratique maintenant et tester parce qu'il y a tellement de choses, tu veux, où c'est vraiment de l'action et j'ai vraiment voulu que ça soit un livre concret et pas juste théorique, même si, tu vois, il y a quand même des concepts. Je veux dire, ça c'est quand même appuyé par 400 références scientifiques, plus de 400 références scientifiques, mais c'est très très concret. Et je le dis d'ailleurs aussi au tout début, j'encourage mes lecteurs à être sceptiques en lisant le bouquin, mais à être sceptiques de la bonne manière, c'est-à-dire en testant pour voir ce qui fonctionne pour eux. Donc tu vois, il y a tous ces trucs-là que j'ai mis en place parce que je suis parti de ce concept que voilà, c'est pas parce que les gens vont acheter le livre qu'ils vont le lire et que c'est pas parce qu'ils vont le lire qu'ils vont appliquer. Donc après, bien sûr, est-ce que mon taux de succès de 100%? Absolument pas, c'est évident. Est-ce que ça quand même motive des gens qui autrement se seraient pas à bouger les fesses, à se bouger les fesses? Je pense que oui. Et donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Après, les gens qui achètent mon livre, souvent c'est des adultes. Qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je vais aller donner un coup de pompe dans leur porte et les engueuler pour qu'ils mettent ça en pratique? Tu vois, bon, non. Au bout d'un moment, chacun a ses responsabilités. C'est aussi la responsabilité du lecteur que de se bouger pour avoir des résultats. Yes. Super. Bah écoute, moi je trouve que tu en fais énormément pour nous aider à passer à l'action. C'est super parce que c'est vrai que parfois on a besoin d'un coup de pied au cul. Ça fait toujours avancer. On a tous besoin d'un coup de pied au cul, c'est clair. Et tu sais le faire avec tact en appuyant sur des leviers différents pour notre plus grand bonheur. Parce qu'en fait, en vrai, là, tu es en train de construire de changer la vie de plein de gens. Moi, je t'ai dit que tu avais changé ma vie. Et c'est vrai. Et je trouve ça extraordinaire que tu mettes autant d'applications à faire en sorte que les gens passent à l'action pour lire ce bouquin. Parce que tu as ce feu sacré qui sait que dans ce bouquin, il y a tellement de mines de références et de choses qui peuvent changer la vie des gens que si jamais ils en appliquent juste un centième, eh ben, ils vont dupliquer, ils vont vraiment changer leur vie de manière extraordinaire. Alors, pour construire C'est mon objectif. Pour Oui. construire ce livre, tu t'es entouré de plusieurs freelances. Il y a une des thématiques de mon blog, c'est la délégation. Quel est ton plus grand succès et ton plus gros échec ou ta plus grosse difficulté dans la délégation en lien avec ce livre? C'est-à-dire que tu as tellement de références scientifiques que en fait, tu demandais à des gens, d'après ce que j'ai compris et les échanges qu'on a déjà eus, de faire des recherches pour être sûr que... Parce que toi, tu n'avais pas le temps de faire ces recherches scientifiques. Quelle relation, quel plus gros succès tu as eu dans la relation avec tes freelances et quelle plus grosse difficulté? Oui, alors effectivement, j'ai fait appel à plusieurs assistants de recherche. Alors, c'est moi qui écris le livre à 100%, il n'y a pas eu de nègre, comme on dit. Mais par contre, voilà, effectivement, comme c'était très important pour moi de vraiment appuyer mes dires par l'état, vraiment le consensus scientifique actuel et pas de juste tirer des choses de mon chapeau parce que je trouve que c'est malheureusement, on voit ça trop souvent dans mon industrie du développement personnel business, des auteurs qui disent des choses intéressantes mais on ne sait pas d'où ça vient en fait et je trouve que ça mine aussi la motivation des gens à appliquer, tu vois. J'ai aussi pensé à ça, je me suis dit, tu vois, comme le dit Warren Buffett, un des trucs qui t'empêche d'agir, c'est que parfois tu te demandes si c'est du lard ou du cochon, tu vois, tu sais pas trop et donc plus tu peux prouver que ce que tu racontes c'est vrai et que c'est pertinent et plus les gens sont motivés à appliquer. Donc j'ai pensé à ça et tu peux pas savoir le nombre de gens qui m'ont dit à quel point ils ont apprécié qu'il y ait toutes ces références scientifiques, que ça distingue le livre automatiquement et que ça les a mis en confiance, tu veux, aussi pour mettre en pratique les conseils. Donc voilà. Et effectivement, au début j'ai commencé à faire des recherches tout seul et j'en ai fait beaucoup tout au long de la rédaction du livre. Mais je me suis rendu compte que ça prenait énormément de temps et que c'est quelque chose qui peut être quand même assez facilement délégable parce que finalement j'ai pas besoin de faire les recherches moi-même, j'ai besoin de lire le fruit des recherches. Donc au début, j'ai pris au début une assistante de recherche, vraiment quelqu'un de top, vraiment top. Et là, pour le coup, c'était vraiment magnifique, c'était gagnant-gagnant. C'était, tu vois, une Française qui avait travaillé justement, qui était assistante de recherche pour la Commission européenne avant, donc qui avait l'habitude de faire des tas d'études, de compiler plein de données sur des tas de trucs, donc elle était au top. Et elle avait suivi son mari à Dubaï. Son mari avait été muté là-bas et elle n'avait rien à faire, donc elle était très très contente de trouver un boulot sur le web et elle m'a apporté plein de trucs. Après, elle n'a pas pu continuer et je me suis dit, mais en fait, vraiment, c'est top, mais pourquoi je prends juste une personne? Franchement, voilà, j'ai une boîte qui marche bien, j'ai un budget, pourquoi je ne prendrais pas 2 ou 3 assistants de recherche? Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris 3 assistants de recherche et ce que je faisais en fait, c'est que je leur donnais à tous le même sujet.
Et c'était vraiment génial de voir ce qui me retournait, de voir ce qu'il y avait en commun et ce qu'il n'y avait pas en commun. Et c'était extrêmement riche en fait. Et clairement, ça m'a beaucoup aidé à apporter un maximum de pertinence au livre, à mettre toutes ces références dedans. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte parfois, j'avais prévu d'aborder certains sujets avec un certain angle, et je me suis aperçu parfois que mes croyances n'étaient pas appuyé par la science. Et que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis en cause ces croyances, j'ai regardé les trucs et j'ai changé ma manière, mon angle ou le contenu carrément que je partageais dans le livre. Donc ça, c'est mon plus gros succès. Je pense pas que j'ai eu un challenge en tant que tel, parce que finalement, c'est quand même assez facile, je trouve, de déléguer ça. C'est une tâche quand même qui est simple, tu vois, qui est technique, où il n'y a pas d'énormes possibilités d'échec en fait, surtout quand on en a trois qui font le même boulot au même moment. Donc voilà. Ouais. Après, je peux te parler d'échecs de délégation que j'ai fait dans ma vie d'entrepreneur, mais sur le livre, il n'y en a pas eu vraiment. Ok, je suis preneur d'échecs de délégation et de comment tu les as gérés, parce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Souvent, c'est des blocages personnels, mais pas que. Oui, écoute, bon, déjà, tu vois, je t'ai dit que j'ai créé ma boîte à 19 ans, alors c'était tout un apprentissage déjà juste pour en faire une boîte rentable avec juste moi dedans et comprendre comment acquérir des clients de manière efficace. Et une fois que j'ai atteint un certain niveau, que j'ai commencé et que la boîte s'est développée, là, j'ai atteint un nouveau mur de granit, c'est le recrutement et le management. Alors là, je me suis rendu compte que c'était encore un nouvel univers à explorer parce que j'y connaissais rien. Que la première fois que j'ai embauché mon premier salarié, je devais avoir 21 ans, tu vois, donc en plus j'étais tout jeuneau. C'était quelque chose. Alors par pure chance, mon premier employé était vraiment bien, franchement. Là j'ai eu de la chance, mais alors j'ai pas su du tout le manager. Il est parti au bout d'un mois et demi, hein. Donc c'est pour te dire. La deuxième personne que j'ai employée là, c'était l'inverse. J'ai fait le pire recrutement du monde. Alors en fait, j'ai fait le truc qu'il faut absolument pas faire. J'avais dans mes clients une association de réinsertion. Et je me suis dit, bon, c'est mes clients, je vais leur faire plaisir. Je vais leur dire, voilà, je cherche quelqu'un, est-ce que vous pouvez me trouver quelqu'un? Et ils m'ont envoyé une personne. Et en plus, je lui ai fait passer un test technique. Et j'ai vu qu'elle était vraiment moyenne à ce niveau-là. Et clairement, là, ça aurait dû être le no-go, tu vois. J'aurais dû ne pas l'embaucher. Mais je me suis dit, allez, je vais faire plaisir à mon client. Ce qu'il faut évidemment jamais faire, c'est n'importe quoi. On ne recrute pas quelqu'un pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun intérêt. Et donc, ça a failli couler ma boîte parce que, en fait, quasiment le premier, c'était une boîte de services informatiques, dépannage et tout ça au début. Après, c'était une boîte de développement logiciel. Mais donc, je l'envoie chez un client qui était Kiabi pour ne pas le nommer. Voilà, elle revient, elle me dit, c'est bon, j'ai réparé. Et là, il y a Kiabi qui m'appelle genre 5 minutes après en panique en me disant mais on comprend pas, on a toutes les caisses du premier étage qui fonctionnent plus, revenez tout de suite et tout ça. Et en fait, elle avait débranché un câble réseau et elle avait oublié de le rebrancher et toutes les caisses du premier étage ne marchaient plus. T'imagines? Et on était en plus dans une période assez intense. Et heureusement, ils avaient une caisse en bas qui permettait de faire les clients. Alors le mec a été sympa, il m'a pas fait de procès parce que ça aurait pu coûter très très cher ça, tu vois. Donc évidemment j'ai pas pu garder la personne. Mais donc c'est pour te dire je partais de loin, ouais. Clairement, je partais de très très loin. J'ai fait beaucoup d'erreurs en management et en recrutement. Aujourd'hui, mon business est organisé autour d'un concept que j'appelle l'entreprise asynchrone, par contraste avec le modèle synchrone qui est celui de la plupart des entreprises et qui en fait a comme prérequis, préconception que tout le monde doit échanger en temps réel. Donc les gens se retrouvent au même endroit, au même moment, on fait plutôt des conversations téléphoniques, des réunions et on s'attend à ce que les emails soient répondus rapidement. Moi, mon business est basé sur un autre concept qui est qu'on décourage fortement les interactions en temps réel. Donc, parce qu'on n'a pas de bureau, on n'a pas d'horaire de bureau, il y a une vingtaine de membres dans l'équipe qui sont répartis dans le monde entier, donc, parce que voilà, on n'a pas besoin que les gens soient sur le même fuseau horaire. Et voilà, on décourage activement les réunions, ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais on les décourage. Et l'essentiel des communications passe par un logiciel de gestion de tâches qui s'appelle Asana et qui est extraordinaire, et un petit peu par les emails. Voilà. Et personne dans l'équipe n'a mon numéro de téléphone à part ma CEO Elisabeth qui est mon bras droit et qui m'appelle à peu près une fois par an. Donc voilà, et qui sait que de toute façon, si elle m'appelle en général, je ne vais pas répondre. Donc voilà, et ça c'est extraordinaire. Et alors, ça marche très bien dans ma boîte, mais j'ai voulu faire ça avec mes biens immobiliers. J'ai des biens en France, au Québec et aux États-Unis. Et moi, l'immobilier, j'ai horreur de ça, franchement. Et j'ai toujours voulu déléguer à 100%. Et franchement, c'est pas facile du tout. Et en plus, le problème, c'est que quand dans ta boîte, tu fais ce que tu veux. Si je dis, voilà, on va faire un modèle asynchrone, déjà, je vais attirer des gens qui sont intéressés par ce modèle asynchrone. Les gens qui ne sont pas compatibles, voilà, c'est tout, on ne va pas travailler ensemble. Mais le problème, c'est que le reste du monde n'est pas comme ça. Donc, quand tu essaies de travailler en mode asynchrone avec un business 1.0 qui est en mode synchrone, ça ne marche pas en fait. Et je me suis rendu compte à la longue et à force d'accumuler des problèmes que
même avec des gestionnaires locatifs qui s'occupent des locataires pour toi et qui sont censés se débrouiller sans toi, bah, ça marche pas en fait. Parce qu'ils auront toujours des questions à te poser, il y aura toujours des trucs à faire. Et puis, il faut les booster en fait. En fait, je me suis rendu compte, tu vois, que l'immobilier, c'est un business à part entière. Que si tu veux le déléguer, bah, c'est possible, mais c'est comme un business. Tu dois avoir une équipe et tu dois quand même manager ton équipe. Tu dois avoir un processus de management. Tu ne peux pas juste le laisser le truc se débrouiller tout seul. Parce que qu'est-ce qui se passe, tu vois, par défaut, quand tu as un gestionnaire locatif dont tu es un client parmi, j'en sais rien, 500, tu vois, voilà, s'il y a un problème avec un locataire, tu sais, ils n'ont pas envie forcément de s'emmerder avec ça. Si toi, tu n'es pas là pour les booster un peu, bah, ils vont. C'est humain, tu vois, ils vont mettre ton truc en bas de la pile et ils vont avoir tendance à toujours mettre des trucs d'abord. Tu vois, ça reste toujours dans le fond de la to-do list. Et tu as des trucs comme ça qui peuvent durer des mois parce que toi, tu n'es pas là en train de les appeler pour les booster un peu. Et ça, c'était la grosse erreur de management que j'ai faite dans les dernières années parce qu'en fait, je n'avais pas compris qu'il fallait que je manage ça. J'étais trop parti dans cette hypothèse que l'immobilier, ça s'automatise facilement, ce qui n'est pas vrai. C'est comme un business en fait. Donc aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans ma boîte, ma CEO, Elisabeth, mon bras droit, je lui ai donné aussi la fonction gestion immobilier. Donc, dès qu'elle a des problèmes, elle appelle. Et donc, en fait, c'est ça. Maintenant, en fait, dès qu'il faut appeler des gens, je dis à Elisabeth, appelle-les. Et du coup, ça marche très bien. Elle est extrêmement forte pour ça. Et voilà. C'est ça. Le reste du monde n'est pas asynchrone, donc il faut avoir dans ton équipe asynchrone des gens qui sont capables de synchroniser avec les autres, oui. Tout simplement. Excellent. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut écrire un bouquin, qui a les mêmes valeurs que toi, des valeurs profondes, de transmettre quelque chose, d'éviter de tomber dans les pièges dont tu as déjà parlé? Quel conseil tu lui donnerais? Moi, par exemple, je réfléchis à écrire un bouquin. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Écoute, déjà, j'ai lu plusieurs bouquins sur l'art d'écrire et notamment il y a le livre de Stephen King qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier. Et en gros, il donne un très bon conseil dans son livre et qui en gros résume le bouquin. Il dit, au final, je peux vous donner tous les conseils du monde, il n'y a rien qui ne remplace le fait d'écrire un mot après l'autre. Tu vois, et là, tu vois, moi j'ai bien aimé cette phrase, elle m'a vraiment frappé parce que je me suis dit, bon bah, back to basics, tu vois. Des fois, tu vas trop chercher des trucs trop compliqués, c'est une manière de procrastiner. Au bout d'un moment, si tu es trop en train d'étudier comment écrire des bouquins mais que tu n'écris rien, tu es en train de procrastiner, tu vois. Donc, il n'y a rien qui remplace ça. Je dis ça parce qu'il y a tellement de gens qui rêvent d'écrire et qui vont jamais le faire. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça, les gars. Si les gars, ou voilà, les femmes, ou n'importe qui, ou les extraterrestres qui regardent cette vidéo, ou les androïdes en 2050 qui regardent les archives de YouTube, si vous n'êtes pas en train d'écrire un mot après l'autre régulièrement, il ne se passe rien concrètement. Donc, tout le reste, c'est de la masturbation intellectuelle. Et après ça, ce que je recommande, c'est déjà d'avoir une idée de à qui vous vous adressez. Tout à l'heure, j'ai décrit précisément la personne à laquelle je m'adresse, le rebelle intelligent. Ce n'était pas aussi clair que ça quand j'ai démarré le projet, mais c'était quand même pas mal clair. Je savais que je voulais aider des gens qui me ressemblaient, qui étaient plutôt rebelles et qui voulaient se débrouiller par eux-mêmes, quoi. Et j'ai fait un plan vraiment en pensant à cette personne. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut écrire un livre pour un type de personne en particulier. Et je vous recommande de créer ce qu'on appelle un avatar. C'est-à-dire que vous allez créer une sorte de portrait robot de cette personne. Vous allez trouver son prénom et son nom, quel âge elle a, quel est son sexe, quelle est son activité, son diplôme, est-ce qu'elle a des enfants, quel est son niveau de salaire, quels sont ses loisirs, mariée ou pas, et répondre à des questions du genre qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, compléter cette phrase si seulement, etc. etc. Il faut vraiment que vous ayez une bonne idée du profil type de la personne à qui vous vous adressez. C'est important parce qu'il y a trop de gens aussi qui écrivent des bouquins sans vraiment savoir à qui ils s'adressent. Ils s'adressent un peu à tout le monde et du coup on s'adresse à personne. Mon livre, il n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour les rebelles intelligents, c'est extrêmement précis. Voilà, quelqu'un qui est satisfait de son diplôme Bac+5 et d'être cadre dans une boîte, c'est pas fait pour... Enfin, il peut trouver des choses dans mon livre, mais ce n'est pas écrit pour lui à la base. Voilà. Donc voilà, et c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas parler à tout le monde, et c'est logique. Donc premier conseil. Ensuite, donc voilà, faites un plan, c'est important. Alors le plan, hein, c'est comme, je suppose que tu as vu ça quand tu étais militaire, mais on dit qu'il n'y a aucun plan de bataille qui survit à la bataille. C'est pareil pour le bouquin, mais c'est quand même important de l'avoir fait pour que tu aies un peu la vision globale du truc. Et puis après, il y a plein de conseils que je peux donner, tu sais. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas si compliqué, franchement. Prenez un assistant de recherche, quelqu'un au Maroc par exemple, c'est pas si cher. Vous savez, le salaire minimum au Maroc, c'est 250 € pour 44 heures de travail par semaine, 6 jours par semaine. C'est ça la réalité au Maroc. Il y a beaucoup de Marocains qui font des boulots alimentaires qu'ils détestent. Si vous le payez 3, 4, 5 $ de l'heure,
vous le payez 3, 4, 5 fois à peu de choses près le SMIC horaire marocain et vous le libérez si vous lui donnez un boulot qu'il peut faire de chez lui. Donc voilà, ça ne va pas vous coûter très cher et vous allez avoir quelqu'un qui va vous tout de suite enrichir votre livre avec des recherches, des études scientifiques, c'est extrêmement important. Voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. Partez du principe que vous n'allez pas, que les lecteurs vont pas lire et que, enfin, les gens qui achètent votre livre vont pas lire et que les lecteurs vont pas agir. Et essayez de faire en sorte qu'ils le fassent. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, grosse erreur. Ne croyez pas que quand vous avez fini le manuscrit, vous avez terminé votre boulot. Vous êtes comme un alpiniste qui est arrivé en haut de la montagne. Parce qu'il faut le savoir, les accidents en montagne ont davantage lieu quand les gens reviennent de l'ascension que quand ils montent. Parce qu'il y a trop de gens, quand ils arrivent au sommet, ils ont l'impression qu'ils ont terminé et du coup, ils relâchent leur vigilance. Alors qu'en fait, ils ont fait que la moitié du chemin. Ils doivent faire le chemin inverse, il est tout aussi dangereux que l'aller, bien sûr. Et bien, il y a beaucoup d'auteurs qui font exactement la même erreur. Le manuscrit, vous êtes en haut de la montagne, maintenant il faut redescendre. Donc vous avez fait que la moitié du boulot, maintenant il faut le promouvoir et vous devez mettre autant d'énergie, si ce n'est plus, dans la promotion du livre. C'est extrêmement important. Et promouvoir sur 2 fronts. Vous devez promouvoir auprès de votre éditeur, parce que ce n'est pas parce que votre éditeur a signé un contrat avec vous qu'il est forcément motivé, vous êtes juste un bouquin parmi des centaines, des milliers qu'il fait dans l'année, d'accord? Donc il faut être au taquet là-dessus, lui faire vraiment qu'il n'oublie pas votre livre et promouvoir auprès de votre audience, de l'avatar, des gens qui potentiellement peuvent être intéressés. Le coup de l'avatar, c'est vraiment primordial. Je crois que c'est toi qui me disais, en conseil en vidéo, quand tu fais une vidéo, tu prends la photo de ton meilleur ami et tu la croches à côté de ton œilleton de la caméra et tu t'adresses à ton meilleur ami. Quoi? Alors, je crois pas que c'est moi, tu as peut-être vu ça dans la vidéo de Yves Dalbier dans la formation Blogueur Pro. Oui, c'est une formation. Ouais, c'est un excellent conseil, effectivement, surtout au début quand tu as un peu de mal avec t'es pas très à l'aise avec la caméra. Ouais. Et le fait d'avoir quelqu'un et de s'adresser à quelqu'un, ça donne du sens à tout ce qu'on dit. Sinon, on s'étale dans des généralités en essayant de se dire que ça va plaire à tout le monde. Et ça, c'est magique. C'est super. Enfin, du coup, c'est pas magique, mais le fait de focaliser sur une seule personne fait que on est sûr de plaire au moins à une petite partie de la population. Et par capillarité, ça va se développer. Super. Bah, écoute, Olivier, un grand merci pour tous ces partages, pour tous ces échanges. Merci à toi. J'aurais pu prendre dans toutes mes notes j'ai réfléchi à te poser des questions sur toutes les notes que j'ai prises, mais je pense que là, on a parlé du livre, de sa construction, de différents domaines qui intéressent mes lecteurs. Moi, je recommande d'acheter la nouvelle version. En plus, je suis dedans, donc c'est super. Cette nouvelle, enfin, pas cette nouvelle version, mais ce livre en T'es nouvelle dedans version. avec Xavier Niel. C'est pas la classe, ça, quand même? Puisqu'il y a Xavier Niel qui a écrit la préface de la 2e édition. Sinon, je suis très content. Bah, écoute, un grand merci. Encore merci tous les jours, ou enfin presque, je pense à toi de manière détournée, mais il y a plein de choses que je te dois, donc je te le dis encore merci. Bah, Je vais commencer par ça et je terminerai par ça. Merci. Enfin, je vais te laisser le mot de la fin quand même, mais encore merci du fond du cœur. Non, bah écoute, merci pour ta gratitude. Je suis tellement heureux parce que tu vois, c'était vraiment ma mission d'inspirer des gens comme toi et de les aider. Donc, je suis content d'avoir accompli ma mission avec toi. Puis voilà, donc merci de m'avoir invité. Et puis le livre, il est disponible dans toutes les bonnes librairies de francophonie, France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Québec, l'Afrique et même dans les librairies françaises des pays étrangers et sur le Kindle et Audible. C'est pas beau ça, franchement? Ouais, c'est formidable. Et tu le mérites bien. Merci. Merci Olivier. Je suis ravi parce qu'apparemment, ça a permis à quelques braises de prendre et j'en suis extrêmement heureux. Ton deuxième prénom, c'est Johnny, c'est ça? Pourquoi, Johnny? Johnny, parce que allumer le feu. Ah, ok. Bon, elle était pourrie. Écoute, Ok, j'ai d'accord. pas trop suivi Johnny Hallyday, donc